Ah, voilà monsieur Laporte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la conseillante. Eh bien, merci. On vient un petit peu comprendre Pomerol et à travers un mythe, la conseillante. Apparemment, c'était une femme qui a marqué son empreinte il y a 300 ans, c'est ça? C'est ça, c'est Une femme à la tête. Catherine Conseillant, oui, vous voyez, quand elle est très progressiste déjà à l'époque. Ça vient de 1735-36. Allez, la particularité de la propriété, c'est que c'est toujours une propriété familiale qui appartient à la famille Nicolas, qui a acheté la propriété en 1871. À Pomerol, c'est très souvent une histoire de famille parce que c'est une toute petite appellation. 750 hectares plantés, donc 800 hectares d'appellation tout à fait. Plus petite appellation rouge de Bordeaux, donc c'est un tout petit village. Pomerol, c'est le petit village Astérix, hein, presque on pourrait dire, avec beaucoup de toutes petites propriétés, très familiales, la moyenne est entre 4 et 5 hectares. Les 12 hectares que nous avons ici à la conseillante font de nous plutôt une grosse propriété de l'appellation, alors qu'on est tout petit bien sûr à l'échelle de Bordeaux. Autour de nous se concentrent de très grands noms qui font parfois rêver la terre entière. Par exemple, entre le nord et le sud, ce qui est le plus parlant pour les amateurs, c'est entre Pétrus et Cheval Blanc. De l'autre côté, ça va être l'Évangile et Vieux-Château-Certan, là aussi deux propriétés plus dans notre niveau, on va dire, de notoriété. On fait un petit peu une compétition tous les trois, même taille, notoriété comparable, mais malgré tout de très grands vins aussi. Qu'est-ce qui vous distingue d'un point de vue sur les vins? Parce que les sols sont les mêmes, non? Alors, on a des différences, comme je vous le disais, c'est une mosaïque, donc très rapidement, en 50 mètres. Mais venez, je vous montre. Ah ouais. Donc vous voyez, ici on est sur des argiles. Alors ça se voit, on a quelques petits cailloux à travers, mais majoritairement, on va retrouver des sols argileux, donc avec des argiles noires en surface. Et la particularité, c'est qu'on va avoir des argiles rouges en profondeur. La caractéristique principale de l'argile, c'est qu'elle va gonfler, qu'elle va retenir l'eau. Retenir l'eau, donc Voilà. en été, c'est idéal. En été, c'est parfait. Et alors on parle aussi de sous-sol ferreux, on parle crasse Voilà. ferreux. Alors là, il va falloir creuser un petit peu pour y arriver. Mais Vas-y, voilà, creuse. vous pouvez commencer. Moi, je prends toujours un échantillon des sols que nous visitons. D'accord, allez-y. Donc on va peut-être pas arriver de suite aux argiles rouges, qu'on appelle aussi des crasses de fer sur l'appellation. Le fer, ça roule, Ouais, bien sûr. et ça va donner cette couleur un petit peu rouge-orangé Avec les mèches en cher au sol. Et eux aussi vont avoir un grand intérêt puisque les racines de la vigne elles descendent à plus de 40 cm. Autrement dit, cette argile rouge, cette crasse de fer, c'est elle qui va comporter le plus de racines. Donc c'est elle qui va donner ce pouvoir à la fois drainant et à la fois de capacité à retenir l'eau. Ça devient dur, hein. On va toucher le fer là. T'es encore loin des 40 cm. Ouais, je suis encore loin. On va peut-être s'arrêter là pour comprendre. Ouais, Voilà, vraiment. donc ça c'est la première partie. Donc on parlait de mosaïque de sol à Pomerol, ça c'est la partie la plus haute du plateau, donc celle qui a fait la renommée de propriétés comme Pétrus en particulier. Et ensuite on a un autre type de sol que l'on va retrouver sur un gros tiers de l'appellation Pomerol qui va être plus à la base de sol de grave en surface. Et donc ça va être juste à quelques mètres d'ici. C'est ça qu'on appelle le parcellaire. Le parcellaire, tout à fait. C'est ça. Et les anciens avant nous ont essayé de respecter ces différences de sol, ces différences de déclivité aussi, quand ils ont constitué leur bloc parcellaire. Alors on va voir juste à côté. On vous suit. Mais voilà, ça ce qu'on appelle des sols de grave. Donc, des sols de grave, ces sols, alors petit à petit avec les pluies, les sables, les argiles descendent et donc les cailloux ressortent. C'est incroyable parce qu'on vient de faire 10 mètres à peine et regardez, Vraiment différent. Et ça n'a rien à voir. Les sols graveleux sont hyper intéressants, vont apporter une typicité complètement différente au vin. L'argile va nous amener plus de puissance, plus de rondeur, un côté que l'on connaît un peu plus à Pomerol. Les sols de grave vont nous apporter plus de minéralité, plus de finesse, plus d'élégance. Voilà. tiens, il pleut un peu, quelques gouttes. Plus un peu, oui, ça ne fera pas de mal. Hein. Ça fera pas de mal. Oh. On va rentrer. On va goûter. Je peux plus me lever. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de préparer nos barriques pour les écoulages. Les vendanges, les fermentations se terminent sur les merlots de cette année 2009. Et à partir de demain, nous allons donc mettre nos vins de presse en barrique. Et là, ce sont des presses à l'ancienne. C'est un pressoir à l'ancienne, on dirait. On presse à l'ancienne ici. On presse à l'ancienne. Le principe est plus que millénaire, hein, de pressoir vertical. Donc ça, c'est une cage. On en a 4 comme ça, hein, vous voyez, il y en a d'autres derrière.
On va les remplir de marc, on va les remplir à la pelle, à la main, et puis ces cages, on va les pousser sous le pressoir. On va presser par-dessus, petit à petit, tout doucement, de manière à obtenir des vins de presse de la meilleure qualité possible. On a vu des chais équipés de pressoirs pneumatiques, Mais jamais en bois. en anaérobie, Jamais. incroyable. Alors là, on est vraiment en méthode traditionnelle. On est en méthode hyper traditionnelle. Mais l'avantage de ces pressoirs, c'est que c'est très lent. Et comme ici, on n'est pas pressé, on veut faire du grand vin, peu importe ce que ça peut engendrer comme coût derrière, on continue à travailler comme ça. Et une fois que le vin est pressé, Alors une fois que toutes les opérations sont faites, qu'on a le vin de presse, donc on va mettre dans les barriques que l'on vient de voir, le vin de goutte, lui, on va le descendre directement dans des barriques neuves. Et là, je vais vous montrer le chai à barrique avec le vin de l'année 2008. alors ici les vins restent combien de temps? Alors, on pratique un élevage de 18 mois, ce qui est très classique à Bordeaux, 18 mois pour les grands vins. Uniquement du chêne français et avec différents tons de liaison. Pendant ces 18 mois, tous les 3 mois, nous allons soutirer. Donc, le soutirage a 2 intérêts. Réoxygéner le vin de façon un peu plus violente, de manière à lui permettre de continuer à évoluer, et aussi le clarifier, puisque petit à petit, on va laisser les lies se déposer au fond de la barrique et on va tirer le vin clair. Donc là, on est dans un chai de vieillissement, je crois, du millésime 2008. Dans le millésime 2008, environ 170 barriques, production relativement faible en 2008. Nous avons fait un rendement de 34 hectares et ça va représenter environ 42 000 bouteilles de 2008. Donc c'est vraiment, on peut parler d'une production confidentielle, 42 000 bouteilles par rapport à 250 000 bouteilles ou 300 000 dans bouteilles. les grosses propriétés du Médoc, tout à fait. Eh oui. Juste pour finir sur ces soutirages manuels, si on continue à travailler comme ça, c'est qu'il y a un intérêt technique derrière, c'est parce que ça va nous permettre, en règle générale, d'éviter la filtration. C'est vrai que pour beaucoup d'amateurs, généralement les vins qui sont non filtrés, ça correspond à une amélioration qualitative. C'est curieux. C'est curieux, mais ça reflète peut-être un peu plus le terroir. On se dit, tiens, c'est pas filtré, donc le vin a été moins manipulé, a été moins modifié par la main de l'homme. Donc, bon, on ne le fait pas forcément dans cet esprit-là ici, mais en tout cas, qualitativement, c'est toujours plus intéressant de ne pas filtrer. Voilà. Ah, c'est votre salle de dégustation. La dégustation, tout à fait. Donc, comme je vous le promettais, nous allons goûter. Il serait temps d'y penser. Ah tiens, très souvent en restaurant, on voit des sommeliers qui coupent la capsule au-dessus ou en dessous de la bague. Ça a une importance ou pas du tout? Alors, à aujourd'hui, non. C'est plus esthétique, mais il y a quelques années, oui. Ça avait une importance, puisque aujourd'hui, on fait des capsules en étain ou en aluminium. Il y a encore 20-30 ans, c'était des capsules en plomb. Et les problèmes de saturnisme étaient déjà connus, bien entendu, à l'époque. Et comme quand on fait verser le vin, si vous coupez au-dessus de la bague, vous risquez de prendre du plomb au passage. Donc, problème de saturnisme, mais on peut aussi imaginer que ça a mauvais goût, tout simplement, et que ça détériorerait un petit peu la qualité du vin. Ensuite, je trouve ça en plus élégant de couper sous la bague, tout simplement. Et c'est curieux d'avoir une capsule comme ça violette. Est-ce que c'est parce que le merlot aurait un goût de violet? Regardez, derrière, sur les quelques photos que l'on peut faire, on essaye de mettre en valeur ces arômes de violette qui sont en général très élégants, très distingués, alors, qui participent. C'est évident qu'on n'est pas sur un parfum de violette, mais ça participe à la complexité du vin. La capsule et l'étiquette sont très vieilles. Ça paraît très moderne comme ça, mais elle date de 1871. Ah tiens, vous le carafez. Je le carafe, c'est toujours mieux. Là, j'ai ouvert en 2006, donc un millésime très jeune. Et d'ailleurs, vous voyez, je le carafe un petit peu vite. Violemment, Alors, ne surtout pas faire ça avec des vins vieux, bien entendu, parce que l'intérêt de la décantation, il est double. Sur les vins vieux, c'est laisser le dépôt dans la bouteille et n'obtenir que le vin clair en carafe. Sur des vins jeunes, c'est aussi un gros intérêt d'oxygénation. Nos bouteilles de conseillantes ont besoin de s'aérer, de s'ouvrir. Et là, vous voyez, cette bouteille, on va la déguster dans quelques secondes. Le vin n'aura pas eu le temps de s'aérer, donc je l'ai carafé un petit peu violemment, très volontairement, de manière à lui donner le plus d'oxygène possible en très peu de temps. Quand je pense à toutes les personnes qui, quand on carafe une bouteille de vin de Bordeaux, font ça très délicatement, un vin jeune, en nous expliquant qu'il ne faut surtout pas le faire violemment, là, on vient de voir le contraire sur un vin jeune. Vous feriez ça sur un 82, je me fâcherais. D'accord. Sur un 2006, je vous le recommande. Tenez, madame.